on n'avait pas le choix d'être les meilleurs dans ce qu'on fait. Ça et moi, on a été élevés dans une optique d'excellence. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est tout dans l'optique de, Alex, parce que tu es noir ici, tu dois être encore meilleur que les autres. Ce que j'ai fait est ce que je pense en soi. Mais mon fils n'a pas besoin d'être comme ça. Ouais, mais c'est quoi l'impact que ça a eu sur ta santé mentale? Ben, l'impact, ça veut dire que j'ai pas de congé, je prends pas de congé. Ouais. Je vais être dans ma manière d'être, je ne me permets pas d'être average. Je ne me permets pas d'être lambda. Je ne me permets pas d'être moyen. Bienvenue au Black Ink Podcast, un espace de discussion sur l'entrepreneuriat noir où nous allons aborder les opportunités à saisir pour l'émancipation économique de nos communautés. Partons ensemble à la rencontre de femmes et d'hommes noirs influentes provenant du milieu des affaires. Montez le volume, vivez l'expérience du Black Ink Podcast. Salut la famille, bienvenue au Black Ink Podcast. Mon nom à moi, c'est Kerlando Moret, président de Ad Media. Aujourd'hui, on a un invité spécial, mais le sujet aussi, elle est relativement spéciale. Sincèrement, elle sera un peu plus intellectuelle que les autres sujets qu'on a eu justement. On va aborder le sujet de l'identité en tant que personne noire et aussi l'accompagnement en tant que personne noire en affaires au Québec. Comment ça affecte? Ce que je veux dire par identité, c'est le fait d'être une personne noire, francophone ou anglophone, ou même une personne ou une femme francophone et anglophone. Il y a différents enjeux par rapport à ça. Et aussi, surtout, les identités qu'on nous impose. Et aussi, comment ça impacte notre mind et comment ça impacte le fait qu'on veut aller chercher de l'aide pour notre entreprise ou le fait qu'on veut aller chercher des investisseurs, justement. Comment est-ce que mentalement, on se dit, tu sais quoi, je suis capable. Peu importe si je suis noir, vivant à Montréal, francophone, qui ne parle pas anglais, je suis capable d'aller pitcher et essayer d'avoir les fonds nécessaires. En fait, aujourd'hui, on a mon bon ami avec moi, Alex. Je vais t'appeler Alex. Déjà pour les intimes. Exactement. Alex pour les intimes. Vous voyez comment je suis aussi. Je suis très à l'aise présentement. En fait, Alex, ça fait quand même quelques années qu'on se connaît. Tu m'as énormément soutenu. Sincèrement, merci encore. Et puis je pense que c'était important d'avoir ce sujet-là avec toi parce que je te vois graviter un peu autour de tous les projets d'accompagnement, les trucs entrepreneuriaux. D'ailleurs, même l'un de tes entreprises à économie sociale, mais l'un de tes entreprises tout de même, travaille beaucoup avec des entrepreneurs qui gravitent autour de ça. Oui. Fait que tu connais bien l'enjeu, tu vois. Absolument. Est-ce que tu peux, déjà avant de commencer à rentrer dans le sujet, deep dans le sujet, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais en parler un peu plus? Déjà, merci de me recevoir. C'est chez toi, frère. Ouais, c'est très apprécié. Et puis oui, je gravite autour de l'entrepreneuriat depuis une quinzaine d'années déjà. J'ai commencé ma première entreprise, j'avais 19 ans. Mais j'ai toujours été un gars de projet à la base. Donc, j'ai toujours été une personne que, voilà, mon père ne savait pas trop ce que j'allais être. Là. Il avait compris bien vite, je n'allais pas être comptable, médecin, ouais, avocat. Tu vois? On connaît les affaires. J'ai toujours été un gars de projet. J'ai beaucoup gravité dans le sport aussi, mais j'ai beaucoup gravité dans les arts. Puis, c'est un concours de circonstances qui a fait en sorte que j'ai lancé une première entreprise quand j'avais 19 ans, dans ce que je connaissais, qui était dans le soccer, donc une ligue de soccer intérieur, de futsal. Et puis, c'est de là que l'aventure entrepreneuriale a commencé, puis que, oui, j'ai pu graviter autour de tous les organismes entrepreneuriaux et tout ce qu'ils ont, tout ce qui a été un peu créé depuis. Parce que, tu sais, je veux dire, l'aspect cool de l'entrepreneuriat est quand même très récent, là, tu vois. C'était pas ça. Puis surtout, étant un afro-descendant de parents qui sont arrivés ici en 75 et tout, quand tu parles d'entrepreneuriat, je pense que on entend entrepreneuriat quelque chose que, on est un peuple de marchands quand même. On a la business d'où ce qu'on vient et tout ça. Absolument. Mais quand on arrive ici, ou du moins quand nos parents arrivent ici, moi qui est une première génération, je suis né ici, on est plus dans une optique de trouver un travail et de trouver un fonds de pension et des situations qui vont faire en sorte que ta famille sera pérenne. Il faut que le REER et le CELI soient à fond, quoi. Mais tu vois, exactement. Puis on ne peut pas leur en vouloir. C'est comme ça que ça a été quand ils sont venus et ils ont fait du moins, je parle pour les parents, qui ont fait le
le travail pour pouvoir venir ici et nous mettre dans les meilleures dispositions. Donc, quand on parle d'entrepreneuriat, mon père est un entrepreneur à la base. Il était un investisseur immobilier, mais il avait quand même sa job sur le côté avec ma mère, tu vois. Ouais. C'est pas dans une optique de tout mettre de côté et avoir une entreprise. Donc, l'entrepreneuriat, tant que tel, je connaissais, mais pas d'une manière, à mettre toutes les œufs dans le même panier. C'est fait en sorte que quand on a commencé, ou quand j'ai commencé, j'en ai fait des erreurs. J'en fais toujours aujourd'hui, mais le niveau était un autre, niveau. Ouais. Puis, ce qui fait en sorte que, depuis les 15, 16, 17 dernières années, j'ai pu un peu bien comprendre l'écosystème dans lequel on baigne et justement de me rapprocher beaucoup des entrepreneurs, parce que oui, j'aime le fait d'être un entrepreneur en soi, mais j'aime aussi aider les entrepreneurs à pouvoir prospérer. Ouais, exactement. Tantôt, tu disais un truc important. Depuis ton jeune âge, tu as toujours été un gars de projet. Fait que tu étais dans le milieu du sport, tu faisais des choses, et ainsi de suite. Fait que tu n'as jamais nécessairement, avec ta famille, été l'école, l'église, la caille. Non, déjà à la base, mes parents, en fait, ma mère était catholique et dans sa manière elle est toujours catholique, toujours là, en fait. Mais la manière que ma mère m'a élevé, c'est qu'elle nous a toujours, ma sœur et moi, orientés à faire nos propres choix. Donc, ça n'a jamais été l'optique de l'église imposée chez nous. L'école a toujours été une importance, mais mon père et ma mère sont deux écoles différentes de pensée. Ma mère, elle est plus dans le fait de... je pense que ma mère voyait que j'étais un peu neuroatypique déjà à la base. Et mon père, c'était... c'est le cheminement académique à tout prix. Bon, tant mieux, les deux parents sont contents. Ils ont eu 2 enfants. Il y en a un qui est avocat, il y en a un qui est entrepreneur. Ouais, exactement. Ils ont chacun leur truc, quoi. Donc, ça va, ils ont chacun leur truc. Donc, ça fait en sorte que dans la manière que j'ai été élevé, ça a été... moi, j'ai beaucoup été dans les activités. Et j'avais un père mon père était très présent dans mes activités. Donc, ça fait en sorte que la manière que j'ai été élevé, puis la manière que j'ai gravité dans ce qui est l'école, l'église, la vie à la maison, ça a été quand même de manière un peu atypique. Je suis une personne qui était dans beaucoup de choses, touchait beaucoup de choses. Comme le fait d'être une personne de projet aujourd'hui, ça ne vient pas de hier, là, ça vient de comment j'ai été exactement, comment j'ai été constitué. Donc, je peux te dire, et aussi, on va rentrer dans l'optique identitaire, j'ai grandi à Laval. Et dans le 4-5-0, mes parents sont arrivés là en 89. C'est un autre état d'esprit aussi. À cette époque-là, surtout. À cette époque-là, aujourd'hui, il y a une expatriation. Je pense que tout ce qui est immigrant afrodescendant, ce n'est plus dans le Montréal. Ça va un petit peu à partout. Mais ça fait en sorte que, pour répondre à ta question, que non, j'ai pas eu le typique école, l'église, maison, là, la caille, l'école, l'église. C'est ça. Là. Ce que je voulais faire avec le lien que je voulais faire avec ça, c'est l'école, l'église, la caille, créer une certaine identité dans la tête de beaucoup de jeunes de nos communautés, qui fait que quand ils finissent l'école, justement, l'université, c'est là qu'ils se disent « Ok, je suis prêt. » Mais t'es prêt à quoi, au juste? Absolument. Exactement, parce que c'est là aussi qu'ils frappent beaucoup de portes la plupart du temps. Ils comprennent moins la réalité de la vie. Est-ce que tu penses que le fait que ça n'a pas été le cas, ça t'a beaucoup aidé à partir en affaires assez plus rapidement? Pour répondre à ta question, je n'étais pas destiné à ça. Déjà, dans le fait de la manière que j'ai été élevé à la maison, je n'étais pas destiné à ça. On était vraiment destiné à beaucoup de choses, mais pas ça. Avocat. C'était juste l'idée de finir les études et de faire... un job d'être un professionnel d'une ordre, si on peut dire ça comme ça. C'était un peu ça, mais c'était pas le cycle de la caille, l'école, l'église. C'était pas comme ça. Ouais. Tu sais, j'ai une question ici quand même assez intéressante, tu vois. C'est comment tu fais pour jongler avec la personne que t'es, tes racines, que tes parents, c'est clair, ils te le rappellent tout le temps. C'est tous tes parents, mère et père. Ton rôle d'entrepreneur dans ce monde dans lequel on vit, dans ce système dans lequel on vit. Comment tu fais pour jongler tout ça, tu vois? Parce qu'on parle quand on parle d'identité, on parle un peu de tout ça. Tu sais, la famille, ça en est un. Et te colle une identité, ta famille. Il dit, tu ne grandis pas qu'avec tes propres pensées tout seul. Il y a les gens autour de toi qui t'influencent et ainsi de suite, tu vois. Et le système, l'école aussi t'influence d'une certaine manière. Comment tu fais pour jongler avec tout ça? En tant qu'entrepreneur, tu sais que tu dois écouter
beaucoup ta personne. Et tu sais, pour répondre à ta question, là, je ne m'identifie pas comme entrepreneur, ça fait longtemps. Hein. Ça a pris... Quand est-ce que tu dis que tu es entrepreneur, en fait? Tu vois un peu ce que je veux dire? C'est que... Tu sais, il y a vraiment une vision d'entrepreneuriat qui est quand même... qui est un peu biaisée. Du sens que... En fait, c'est quoi un entrepreneur? C'est une personne qui entreprend. Mais après, le problème, c'est que on est tellement exposé à différentes idées de ce que c'est l'entrepreneuriat. Mais pour toi, c'est quoi? En fait, je me suis rendu compte que j'entreprends quelque chose, j'ai une entreprise, je suis un entrepreneur. Mais ça ne veut pas dire qu'en étant un entrepreneur, je ne peux pas être un salarié à quelque part. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas être un intrapreneur aussi dans une entité. Tu vois? Je pense que ça, c'est la première idée au niveau de l'entrepreneuriat. Je crois que j'ai beaucoup de misère avec ce que tu dis, personnellement parlant. Ouais. J'ai beaucoup de misère à... Je suis un entrepreneur, je fais rien d'autre que ça, tu vois? Ouais. Mais continue. Non, mais c'est ça. C'est que je ne suis pas... J'ai jamais été une personne... Déjà, une grande facette de mon identité qui fait en sorte que je fais tout ce que je fais, c'est que j'ai jamais été une personne qu'on a pu mettre dans une case. Puis ça, c'est dans tout ce que je fais. Ou que toi-même, tu ne te mets pas dans une case. Ouais, ça, il a fallu que je l'accepte. Parce que ça a été le premier défi en soi, tu vois. Donc, pour répondre à ta question, comment je fais pour jongler? Je sais pas, je vais juste le faire. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de... Tu sais, je pense que mon plus grand défi, là, dans ma vie, ça va être puis je pense que ça va être un défi que j'aurai jusqu'à la fin de ma vie, c'est de trouver une balance dans tout ce que je fais. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est pas facile. Parce que, oui, il y a l'optique de... Tu sais, si je vais... C'est drôle, parce que je parlais à ma fiancée hier, puis justement, malgré que c'est ma fiancée, malgré que je l'aime de tout mon cœur, des fois, il faut quand même qu'on ait des mises à jour au niveau de la communication par rapport à tout ce que je fais, tu vois. Et je rappelais un peu le fait où j'étais peut-être dans un état plus lucide, que j'étais en mesure de tout exposer ma pensée, parce que des fois, ça, c'est un autre défi. Ouais, tu vois, c'est fou, hein? de faire comprendre le tout, parce que la personne peut te supporter comme elle le peut, mais tu dois l'aider aussi à lui donner un petit peu plus de viande autour de l'os. Et puis, je lui disais que moi, déjà, à la base, je me considère comme un papa. Bon, je suis une personne avant tout. Je suis un papa. Je suis un fiancé. Mais également, je suis un gestionnaire d'un espace de coworking. Je suis le tiers-lieu, d'ailleurs. Le tiers-lieu. Je suis le conseiller entrepreneurial d'entrepreneurs autochtones qui veulent se lancer en affaires. Je suis un entraîneur de Qu'est-ce que tu es formation. C'est aussi ça, en fait, qu'il faut se poser la question. Et je suis un entrepreneur. Tu vois? Et chacune de ces facettes est différente. Et que ça sollicite quelque chose de différent chez moi. Ce qui fait en sorte que ça compte ma vie. Je suis content. Mais c'est quand même un défi de pouvoir aligner le tout et de pouvoir faire en sorte que les gens qui m'entourent ne soient pas affectés par le fait que je fais ces choix-là. Tu vois un peu ce que je veux dire? Parce que... Comment tu fais ça? Je veux pas changer de sujet là, mais j'ai besoin de savoir comment tu fais ça. Parce que pour moi, j'y suis en plein dedans. Je pense que la personne qui partage ma vie, c'est mieux de lui donner plus d'informations que de moins. Parce qu'elle ne pourra jamais comprendre. Ce qu'elle peut faire, c'est essayer de comprendre. Et moi, de mon côté, je dois apprécier le fait qu'elle essaye de comprendre ma réalité. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le but, c'est de... Mais comment tu fais pour ne pas te sentir attaqué des fois avec des questions? Juste la personne essaie juste de comprendre, justement, mais des fois, tu peux te sentir attaqué, justement, avec des questions que la réponse est tellement évidente, ça fait 3 mois qu'on en parle, mais c'est dans ta tête que c'est évident, tu vois? Tu vois, ça, c'est un grand défi que j'ai toujours, que je dois amener, parce que il faut comprendre ton why, et il faut être en mesure que toi-même, tu sois capable de bien le comprendre. Tu sais, le premier défi, c'est que tu le comprennes et que tu sois en mesure de le véhiculer pour toi-même. Parce que quand tu es en mesure de le véhiculer pour toi-même, tu es en mesure de le véhiculer pour autrui, tu vois. Et ce qui fait en sorte que, si je prends par exemple ma mère, mon père, tu sais, ma mère, là, la parole qu'elle m'a dit toute sa vie, c'est « t'en fais trop ». Comment se dire? Puis, ça revient à la même chose. Ça revient à la même chose. On arrive à un repas de Noël, un repas d'anniversaire, et puis la conversation ouvre. Et c'est là que je suis en mesure d'expliquer à ma mère qu'est-ce que tu fais? Ma pensée. Et pourquoi je le fais. Discussion que j'ai moins besoin d'avoir avec mon père, parce que mon père comprend un peu mon caractère. Il dit que j'ai trop de sujets, mais il comprend le fait que je suis une personne qui a un grind, et puis quelque chose qui se
quelque chose qui peut se répertorier dans tous les projets que je touche, c'est la passion que j'y mets et le sérieux que j'y mets. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Absolument. Donc, pour revenir à ce que tu me disais, c'est que j'essaie de mettre des mots sur comment je me sens, mes émotions et le why. Et de jamais oublier le why. Et d'expliquer à la personne avec qui je côtoie et qui est la personne la plus importante dans ce dossier. Parce que c'était pas comme étant un entrepreneur ou étant une personne de projet, c'est la personne avec qui tu partages ta vie ne te supporte pas. C'est mort. Et c'est catastrophique. C'est mort. Ouais. Tu vois? Donc, la moindre des choses, c'est de faire en sorte de lui expliquer le pourquoi du comment. Et je pense que dans la communication et dans l'amour qu'elle a pour toi, dans le support, la personne va pouvoir... Elle va peut-être pas comprendre exactement comme... Elle le ferait peut-être pas elle-même, mais elle va comprendre, ou du moins elle va essayer de comprendre le pourquoi. Ouais. Mais ça, c'est un travail perpétuel. Là, tu as parlé d'un truc, tu l'as répété plusieurs fois. C'est quoi ton why? Parce que tu ne veux pas passer à côté, là. Moi, je te le pose la question. C'est quoi ton why? La vérité, c'est que moi, je veux être heureux et je suis heureux en faisant le bien autour de moi. Tu vois? C'est quelque chose qui me qualifie. Tu sais, la vérité, je suis dans quoi? Je suis dans un environnement, je suis dans le coaching. Donc, j'aime... Et je suis au collégial. Le collégial, c'est une partie transitoire, surtout pour les jeunes femmes. Tu sais, tu passes du secondaire pour aller à l'université. Ben, si je suis en mesure d'aider à donner des outils pour la suite, moi, ça me rend heureux, tu vois. Au niveau entrepreneurial, j'ai choisi le côté social. Des événements. Aussi social. Oui, social, parce que j'aime les gens. J'aime voir les gens heureux. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Puis le côté, on va dire, du tiers-lieu et le côté d'aider des entrepreneurs autochtones, ça rentre un peu aussi dans le coaching. C'est pas trop loin. Sauf que si on peut aider des gens à prospérer et à réaliser des rêves, c'est quoi la force? Il n'y a pas plus gratifiant que ça. Il n'y a juste pas plus gratifiant que ça. Et moi, ça me rend heureux et ça me permet aussi d'évoluer en tant que personne. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Parce que, comme dans cette relation-là que tu as à montrer des choses à certains, mais ces gens-là t'apprennent en retour aussi. Tu vois? Sur mon why, c'est ça, puis de faire en sorte que ma famille soit bien. Ouais. Tout simplement. Ça, c'est clair. C'est vraiment clair, tout. Ça a l'air d'être un gros chemin pour se rendre là, mais je pense ça que se les fait à chaque choses... jour, quoi. Ouais, puis je pense que les choses qui valent vraiment la peine dans la vie sont relativement chèrement payées. On va dire que comme il y a un prix à tout. Moi, je sacrifie beaucoup de trucs en ce moment, mais le but est clair. Je pense que c'est un peu ça, ma prochaine question, c'est le fait de faire autant de choses, avoir autant d'identité, on pourrait dire. Comment tu arrives à mettre tout ça ensemble, tu vois? Par exemple, moi, dans mon agenda, il n'y a plus de place. Genre, on dirait que j'essaie d'être organisé, mais ça suffit jamais, tu vois? Il y a toujours un step que je dois toujours passer, tu vois? Parce que oui, bien sûr, il y a la discipline, plus de discipline et ainsi de suite, mais comment tu arrives, tu vois? Ben, sans le vouloir, dans ma tête, il y a quand même un ordre de priorité. Mais je ne l'expose pas nécessairement. Mais c'est sûr que depuis qu'il y a quelque chose qui se passe avec ma famille, c'est la priorité. Je suis en mesure de mettre tout de côté. Même si un gars là, X, que je dois aller chercher un prix, s'il y a quelque chose avec ma famille, c'est ma priorité. J'ai une question que j'ai déjà posée ou qui est déjà écrite à quelque part, qu'on compte poser à des invités, mais je vais te le poser à toi. C'était pas pour toi. C'est entre... On ne parle pas de la famille, là, on parle des amis et la business. Lequel que tu choisis le plus? Ah, c'est relatif. Je veux dire, tu commences ta business, les gens autour de toi ne sont pas vraiment solides, et ainsi de suite, mais ils disent tes amis, blablabla, tu avances, mais ça n'avance pas, et ainsi de suite. Les gens veulent t'aider, ils ne peuvent pas t'aider nécessairement. Comment toi, tu gravites autour de ça? Je pense que c'est relatif. Je pense que dans n'importe quoi, tu dois prendre soin de tout ce que tu fais. On se veut dire, je pense que dans la vie, c'est jamais noir, jamais blanc, c'est toujours gris. Puis, tu sais, c'est important que tu puisses prendre soin de tes amitiés aussi, tu vois. Mais si tu as les bons amis, tu vas être en mesure d'amener ta business au niveau où tu veux être. Parce que les gars ou les filles qui côtoient vont comprendre ton grind, tu vois. Moi, mes amis, tu sais, on m'a donné le surnom, tu vois, sur certains de mes réseaux sociaux, tu vois, c'est marqué Genji. Genji, c'est quoi? C'était GNG pour Get and Gone. Parce que j'étais toujours là et pas là en même temps. Mais tout le monde qui me connaît
Ça a toujours été ça. On se veut dire, on sait que quand je dois être là, tu vois, on va dire un moment important, je ne manquerai jamais ça. Je vais être là. Je vais toujours trouver une manière d'être là, tu vois, parce que je veux dire, ou faire sentir ma présence. Ce qui veut dire que la business, c'est mon travail, c'est mon grind, c'est ce que je veux faire, c'est ce que je veux accomplir. Mais mes amis, c'est mon village. Puis un ne va pas sans l'autre. Essayons de revenir sur le sujet de l'identité, d'accord? Tu sais, pour pouvoir rebondir un peu, tu peux rebondir justement, c'est que moi, la manière que, quand je suis arrivé au Québec, j'avais 16 ans, 16 ans et demi. Fait que le Québec, je l'ai appris à la télé un peu et à l'école, tu vois. Et au fur et à mesure, ce que j'apprenais de la manière, j'ai fait aussi, avant même de faire des études en cinéma, dès que je suis arrivé au Québec, j'ai lancé mon entreprise. C'était déneigement, pas déneigement, mais abri d'auto, couper le gazon, tu vois, c'était ça. Et au fur et à mesure, avec de ce que j'apprends, de c'est quoi une personne noire qui vit au Québec, je me suis un peu fermé au fait à toutes les sources d'accompagnement en entrepreneuriat. Tu vois, je voyais, il y avait des entrepreneurs qui étaient plus jeunes que moi, qui allaient chercher, je sais pas moi, 500 000 auprès du MEI, auprès d'Investissement Québec et autres. Mais moi, dans ma tête, j'étais pas prêt. Tu vois, j'étais pas prêt, non pas parce que j'étais pas prêt, j'étais prêt, vraiment, j'étais prêt, tu vois. Mais c'était plus dans ma tête, avec tout ce que j'ai appris de comment un noir doit être, et ainsi de suite. Et j'ai dû me déconnecter de ça. Pour me déconnecter de ça, j'ai dû retourner à mon identité première qui était l'haïtien réellement, tu sais, qui habite ici. Puis cette identité que j'ai, tu vois, c'est ça qui a fait que par la suite, j'ai pu prendre confiance et me dire, tu sais quoi, je peux le faire aussi. Je peux y aller, je peux aller voir ci, je peux aller voir ça. Comment toi, tu gères cette identité, ce que tu as appris à l'école, ce que tu as appris à la maison, le fait d'être un homme noir qui vit au Québec et dans le système, comment tu arrives à graviter autour de ça? Puis aussi, même quand on parle du système, on s'entend, tu te débrouilles relativement bien avec tous les trucs d'accompagnement entrepreneurial. Comment tu fais pour te présenter à tout ça, tu vois, face à ça, pour dire, écoute, moi aussi, je vais prendre entreprendre ici. Moi aussi, je vais aller lever des sous auprès du MEI ou autre, quoi, tu vois? C'est vraiment une bonne question parce que avoir trouvé mon identité, c'est quelque chose qui a... Là, tu vois, j'ai 35 ans. C'est quelque chose qui a pris 31 ans de ma vie. Là. La vérité, ça a pris 31 ans de ma vie parce que, genre... si je prends déjà la base, en fait, je réponds différemment. Je vais dire c'est comment mon positionnement aujourd'hui et je vais t'expliquer d'où ça vient. Maintenant, aujourd'hui, quand on me demande, puis dernièrement, c'est drôle parce que j'avais un genre de... J'ai participé à une étude par rapport à justement l'identité que j'ai en tant qu'afrodescendant. Puis j'ai dit que comment je m'identifiais, c'est que je suis Lavallois, Québécois, Canadien d'origine haïtienne. Et pourquoi je commence avec Laval? Parce que le fait d'avoir grandi à Laval, c'est différent de si j'avais grandi à Montréal. Ou en Haïti. Je veux dire, le fait que j'ai grandi à Vimont, à Laval, c'est différent d'avoir grandi à Saint-Michel ou à Montréal-Nord ou dans le Burgs, à Montréal ou dans le West Island. Parce que, moi, mes gars, mes amis, on n'était pas beaucoup d'afro-descendants, déjà, à mon école primaire. Puis les gars que j'ai rencontrés quand j'étais en première année, je suis encore ami avec eux. C'est ma clique d'amis. Première année primaire. Première année de primaire. Damn. Donc, c'est vraiment ça, tu vois ce que je veux dire? Puis, dans la manière qu'on a été élevés, c'était vraiment différent de mes homologues à Montréal. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, par exemple, mon père qui vient ici, lui, déjà, à la base, mon père n'est pas en paix avec Haïti. Déjà, à la base. Lui, il a laissé Haïti, il a tout laissé là-bas. Du sens qu'il est arrivé ici, c'est comment il a vu son pays dépérir. Ça ne l'a pas fait du bien. Donc, lui, il a embrassé le fait d'être Canadien. Okay. Il est arrivé ici. Et aussi, pour revenir un peu plus loin, mes parents, quand ils nous ont élevés, déjà, ils ont voulu nous donner des noms qui laissaient qui ne laissaient pas, comment je pourrais dire ça, qui faisaient en sorte que tu entendais le nom et tu ne pouvais peut-être pas dire d'où est-ce qu'on vient. Je ne sais pas qu'ils n'étaient pas fiers de leurs origines. Surtout à cette époque-là aussi, c'est ce qu'on disait des Haïtiens, c'était pas très glorieux. Quoi, on se comprend. C'était plus pour protéger ses enfants. Exactement. Donc, ils m'ont appelé moi Alexandre, m'a appelé ma soeur Béatrice.
Pas de nom composé, inventé ou quoi que ce soit. Ou un nom inventé comme moi, tu vois. Ouais, ben, je veux dire, t'entends Carlando, tu dis, bah, avec Morette, on peut s'en sortir là quand même. Mais t'entends Carlando, tu vois, Carlando, tu dis, bon, c'est d'où qu'il vient, tu vois ce que je veux dire. Alexandre, c'est quand même assez standard. Après, dans la manière qu'on a été élevés, ma soeur et moi, on n'a pas appris le créole je veux dire, en naissant. C'est quelque chose qui est venu plus tard et un peu plus par nous-mêmes parce que nos parents nous parlaient toujours en français. Ma mère un peu plus en créole, mais tu sais, donc cette connexion-là linguistique, j'ai eu avec ma grand-mère. Tu vois ce que je veux dire? C'est donc, à la base, ultimement, quand on parlait pas... créole, tu vois ce que je veux dire? Donc, quand on m'entendait parler au téléphone, ça c'est peut-être quelque chose que mon père voulait. Tu savais pas d'où je venais. Le white voice. Non, j'avais pas le white T'avais voice. pas le white voice. C'est plus à la française, je te dirais. C'est beaucoup ça, effectivement. Exactement, mais tu savais pas d'où je venais. Donc, à ce moment-là, mon père a tout fait ça pour ne pas nous fermer des portes. Et encore une fois, dans la manière qu'on a été élevés, mon père, surtout par rapport à ma soeur, elle, elle voulait être avocate, elle est devenue, et ça confortait mon père, tu vois, parce qu'il disait, t'es avocate, tu vas t'ouvrir des portes partout. Toujours été dans l'optique d'ouvrir des portes. Donc, j'ai toujours ça en blague quand je vais dans des conférences. Là, mon père, à une certaine époque, quand il parlait de ses enfants, il disait, bon, vous voyez, il y a Béatrice, là, elle est avocate, et ses affaires vont bien, et il y a l'autre. Comment tu fais la voix de taille comme ça? Et l'autre est le gars de projet, tu vois ce que je veux dire? Le gars fait la voix de taille, fait que sa voix de taille, non, c'est pas la voix de taille, c'est le voix de mon père. Tu vois ce que je veux dire? C'est le voix de mon père. Et puis c'est drôle parce que ça a un peu défini un peu mon identité. Et j'ai toujours... puis j'avais un peu cette identité-là d'être... tu sais, quasiment le Québécois que j'acceptais et j'acceptais pas en même temps. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, ça a été comme ça. Comment tu as dealé avec ça, le Québécois que tu acceptes mais que tu n'acceptes pas en même temps, tu vois? Je dirais que le sport a beaucoup aidé parce que, comme en étant dans le sport, j'avais toujours le rêve de pouvoir représenter... Comme mes plus grands rêves, c'est de pouvoir trouver une manière de représenter Canada et Haïti un jour. Et tu l'as fait? Oui, ça c'est venu plus tard. Parce que je suis un gars d'objectif, mais ça a toujours été ça parce que, tu vois, dans l'optique de vieillir, je me suis rendu compte aussi, puis en étant bien conscient de ma famille qui est en Haïti et ma famille qui est un peu ailleurs, c'est que la vérité, c'est que je n'étais jamais chez moi. Tu vois? Parce que la vérité, c'est qu'en étant ici, au Canada, à Montréal, à Laval, on me voit, on me dit, toi, tu n'as pas de site, là. Tu vois ce que je veux dire? Mes origines ne sont pas du Saguenay, là. Tu vois ce que je veux dire? Clairement pas. Et de l'autre côté, si on m'envoyait à Saint-Marc chez ma mère, je suis pas... Oui, OK, on me voit, mais t'es pas d'ici, t'es du Canada. So, nous, on se fait quoi? On est entre l'Écosse et l'Arme en constance. Tu vois? Puis, quand j'ai eu la chance de représenter le Canada pour une première fois en pays, c'est là que je me dis comme... Non, il y a une fierté d'être comme... D'avoir cette... de venir d'ailleurs et de faire cette vie ici. Tu sais, mes parents ont une fierté. Et chose que nous, principalement au Québec... On a de la difficulté versus ailleurs. Je m'explique. Prends le même jeune, le même Carlando, qui est au Québec, en Ontario, et aux States, qui a 15 ans. Tu le demandes, where you come from? D'où tu viens? Tu vois ce que je veux dire? Aux États-Unis, ils vont dire, I'm American. But I'm coming from... Tu vois ce que je veux dire? Abroad. Tu vois ce que je veux dire? L'Ontarien, va dire la même chose. Demande aux jeunes actuellement, là, va à Jean Talon, demande aux jeunes pour demander d'où ils viennent. Son Institut de la Santé, là, à Santa Cabrini, là, demande d'où ils viennent. Ils vont dire, moi, je viens de l'Algérie. Mais est-ce que tu penses que ça vient d'où? Tu penses que c'est le fait que le Québec ne met pas assez l'accent sur son identité réelle, à part sur des trucs futiles? C'est super profond parce que le Québec a été colonisé. Ça fait en sorte que l'identité québécoise... a colonisé et a été colonisée. Oui, bien sûr. Ça, c'est important aussi à dire. L'identité québécoise, elle est... Comment dirais-je? Il y avait un certain défi
voire même pour les Québécois, de pouvoir se présenter comme tel. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui veut dire que... Mais ça, c'est ce que je pensais avant. Et puis, là, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Il y a ce qui s'est passé avec George Floyd et tout ça. Puis là, il y a comme eu Manifestation, là. Manifestation, mais ça permettait à la discussion. Puis j'ai regardé beaucoup et je me suis interrogé beaucoup à savoir, mais à qui je me définis, tu vois? Et c'est là que je suis arrivé au point à m'identifier comme étant un Lavallois, Québécois, Canadien, d'origine haïtienne, parce que la manière que j'ai vécu, la manière que mes racines sont très fortes à la maison et tout ça, c'est différent d'ailleurs. C'est de ma réalité qui ressemble à d'autres personnes qui sont nées dans le même juron que moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est en sorte que je suis très, très fier de mes origines, et valeurs, de cette tradition haïtienne, mais je suis aussi né ici. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est clair. Et je suis imprégné par l'environnement dans lequel je vis. Ouais, je comprends. Donc, c'est pour ça que ça a pris du temps, mais maintenant, en trouvant ça, ben, ça fait en sorte que je ne suis pas dans une case. C'est correct aussi. Tu es plus humble aussi, quoi. Pardon? Tu prends ça bien. Oui, il faut, parce qu'à la fin de la journée, je n'ai pas choisi où je suis né. Je n'ai pas choisi comment. Maintenant... Tu as fait le choix, quoi. Hein? Tu as ben, dit, moi, c'est ça. Dans la manière que je suis né, ben, je regarde c'est quoi les paramètres, puis ben, c'est ça que je suis. Ouais. Puis j'en suis fier. Écoute, Alex, on va aller dans la section Hot Questions. Fait qu'il y a quelques questions, je les ai pas lues. Fait que je vais t'en poser. Tu peux m'en poser aussi. Il y en a à peu près 4. Ils sont pas toutes des questions. Ben, c'est ça. Si ton business échoue, est-ce ta faute ou celle du système? Si ta business échoue, ou tes business plutôt. Non, ça peut être les deux. Ça peut être les deux. Tu sais, des fois, c'est une question de contexte. Hein? Je veux dire, la pandémie a fait en sorte qu'il y a des business qui ont pris une certaine incidence et d'autres non. Donc, je pense que ça va être les deux. La chose que je peux me dire, c'est que si ma business échoue, je vais quand même tout faire en mon possible pour dire que j'ai tout essayé. Puis si j'ai tout essayé et que ça n'a pas fonctionné, ben, voilà, j'ai bien vu avec ça parce que c'est un concours de circonstances pour qu'une entreprise fonctionne et plusieurs entrepreneurs ont eu des mauvais pas ou des faux pas pour pouvoir arriver à un meilleur produit. Ça fait partie du processus, tout simplement. Ouais, c'est clair. C'est clair. Deuxième question pour toi. Entre les stéréotypes ou les idées reçues, donne-moi quelques-uns que tu aimerais totalement éliminer, si possible, pour toi. Tu as dû en avoir pas mal entendu aussi. Ouais, j'en ai entendu pas mal. Puis j'avais le stéréotype. Ben, tu sais, à cause de comment j'ai... Tu sais, mon père, la manière qu'il nous a élevés, on n'avait pas le choix d'être les meilleurs dans ce qu'on fait. Ça et moi, on a été élevés dans une optique d'excellence. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est toujours dans l'optique de, Alex, parce que tu es noir ici, tu dois être encore meilleur que les autres. Ce que j'ai fait est ce que je pense en soi. Mais mon fils n'a pas besoin d'être comme ça. Ouais, mais c'est quoi l'impact que ça a eu sur ta santé mentale? Ben, l'impact, ça veut dire que j'ai pas de congé, je prends pas de congé. Ouais. Dans ma manière d'être, je ne me permets pas d'être average. Je ne me permets pas d'être lambda. Je ne me permets pas d'être moyen. Ouais, mais comment tu feels? Tu sais, des fois, quand tu as tes downs, là, est-ce que ces downs-là sont encore plus solides parce que, justement, tu culpabilises? Ben, j'ai été élevé comme ça. Et la vérité, c'est que moi, je suis une personne que, dans tout ce que je fais, je vais toujours donner mon maximum. C'est comme ça que je suis. C'est comme ça que j'ai été constitué. Je suis un peu dur comme ça avec mon environnement aussi. Puis ma fiancée pourrait dire comme, yo, j'ai pas besoin de toujours être la merde. Je dis, ouais, non, mais tu le fais bien. Tu vois ce que je veux dire? Mais plus tu avances, puis le fait d'avoir eu un enfant aussi, et j'ai un enfant qui est métissé, soit dit en passant, puis je dois le dire parce que la réalité est encore plus présente, parce qu'il vit entre deux mondes, puis deux maisons, mais il sera toujours un noir. Tu comprends ce que je veux dire? Peu importe ce qu'il fait, peu importe... il sera toujours un noir, de la manière qu'il est, de la manière qu'il est élevé. Ouais, j'aime ça entendre ça, justement. La manière qu'il a grandi, et puis il porte le nom Kenol, tu vois. Mais il n'a pas besoin de faire la course à l'excellence comme moi je le fais. Pourquoi?
Parce qu'il est chez lui. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? T'en es sûr? Ben, ça le doit. Puis, à la fin de la journée, la vérité, c'est qu'on ne nous le donnera pas. Mhm. Puis c'est là le fait de mon identité, là, tu vois. Mhm. Tu sais, ouais, les signes, les ça. Non, la vérité, c'est que je prends ma place. Ouais. Je prends ma place où est-ce que je suis. C'est justement Parce ça. que je suis né ici. Exact. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je suis né ici. Mes parents, en venant ici, ils ont contribué à l'économie canadienne. Ouais. Ils sont devenus Canadiens. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Moi, je suis né ici. Je suis né à Montréal. Je contribue de ma manière où je suis. Et d'autant plus, j'aide des gens, justement, à se définir dans ce monde-là. Donc, j'ai ma place comme tout autre. Oui, absolument. Et est-ce que je suis différent de la masse? Oui, mais c'est still ma place. Mhm. J'aurais énormément de choses à dire par rapport à ça, mais on va finir là-dessus. On va finir là-dessus, mais il y aurait énormément de choses à dire par rapport à ça, ça c'est clair. Écoute, merci énormément de nous avoir suivis. Alex, est-ce que tu as un mot de la fin à dire? En fait, mais merci de m'avoir reçu. Puis je pense que dans cette optique de... Moi, je peux te saluer aussi. Tu es une de mes inspirations dans le fait de, justement, dans ta manière d'avoir été persévérant avec ton entreprise et tout ce que je fais, en voyant... En fait, je viens te dire quelque chose. Okay. La première fois que j'ai participé à un concours, Mm-hmm. c'est parce que je t'ai vu gagner à entreprendre ici. Donc, ce qui fait en sorte que je me dis, si lui est en mesure de faire, lui qui a immigré ici, Mm-hmm. moi je suis né ici, Ouais. immigré ici, puis il peut faire sa place, si lui il fait en sorte que l'environnement c'est sa place, qui suis-je pour ne pas le faire? Écoute, Donc c'est la raison pour laquelle que, tu vois, la représentation est importante et on commence à en avoir de plus en plus. Ouais, c'est clair. Mais une personne comme toi qui est venue, peut-être pas nos parents, qui arrive à 16 ans, fait sa place ici, qui est en mesure de nous accueillir, d'être produire un podcast comme ça, il est en mesure de faire en sorte que Montréal ait sa place, avec ses origines et tout ça, Mm-hmm. moi, je peux le faire. Et d'autres après nous pourront le faire aussi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Il faut juste faire. Hein? Il faut juste le faire. Il faut juste faire, puis les autres vont être inspirés. Absolument. Arrêter d'avoir peur et avancer pareil. Exactement. Même si on a peur, on nage pareil. Il faut apprendre à nager. Et puis si ça marche pas, Ça marche pas, on recommence. ça marche pas, On recommence, on trouve une autre façon de faire que ça fonctionne, quoi, tu vois. Et voilà. Fait que c'est un peu ça l'idée. Puis c'est vrai, en tant qu'Haïtien vivant qui a vécu 16 ans en Haïti, ça va faire 15 ans que je suis ici. Arriver ici, pour moi, c'était une opportunité. Mais en même temps aussi, comprendre au fur et à mesure dans quel environnement que je vivais. C'était très difficile, comme un peu toi qui dis que tu es Lavallois et ainsi de suite. Pour moi, jusqu'à maintenant, c'est très difficile de prendre cette identité québécoise, tu vois. Non pas seulement du fait que je paye des impôts, je m'implique réellement, mais de manière générale, quand tu t'impliques dans une maison, tu as envie que tout le monde se comprenne et que tout le monde, quand on dit tout le monde, bien sûr, te respecte un minimum, quoi, tu vois. Puis que certains milieux, tu as l'impression qu'ils ne te respectent pas, non pas par ce que tu as fait, mais pour la couleur de ta peau. Fait que c'est quand même très injuste. Fait que c'est en ce sens que j'ai beaucoup de difficultés avec cette identité. Moi, ça ne veut pas dire que je me sens... Et j'aime pas être ici. J'adore être ici, ça c'est clair. J'ai grandi ici, j'ai construit ici, tu vois. J'ai ma fiancée ici. J'ai probablement avoir ma famille ici. Mais j'aimerais en donner plus. Mais de la manière que je reçois les feedbacks, elles sont pas toujours... te donne pas toujours envie de donner encore plus, tu vois. Et c'est là-dessus que je dois toujours me battre. Ça, c'est une identité parmi tant d'autres, tu vois, que je dois me battre là-dessus aussi. Mais en même temps, tu te rappelles, tantôt, je te disais, 2018, je suis revenu sur le fait que je suis haïtien, mais c'est plus pour la confiance en soi, tu vois. Mais attention, je veux dire, ce qu'on est en train de faire, c'est pas facile. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Là, on parle des... Par exemple, tu parles des Juifs qui sont établis ici, des Italiens qui sont établis ici. Tu vois ce que je veux dire? Ça s'est pas fait hier. On se dit, ça se fait sur le temps. Et c'est normal qu'au niveau identitaire, tu dois revenir où est-ce que à la base même, qui est ta fierté, qui fait en sorte que qui tu es parce que tu as passé 16 ans en Haïti, tu es né et tu seras toujours haïtien. Et t'es né, 100%. voilà. Ta réalité, c'est que tu es né là-bas et tu as eu besoin de se faire cette rétrospective-là pour retrouver ta force. Ouais, exact. Mais moi qui est né ici, je fais comment? C'est fou. C'est que veut dire que c'est pour ça que... Et raison pour laquelle il faut supporter les centres Toussaint de ce monde. Ah, oui, les centres Toussaint de ce monde, mais aussi d'accepter le fait que je ne peux pas être qui je ne suis pas. Je suis né ici et on ne me le donnera pas. C'est à moi de prendre. Ouais. Et là, on a un travail à faire probablement de bâtisseur,
mais mon fils aura moins à faire Mhm. et son fils aura moins à faire. Exactement. Il faut juste pas lâcher, quoi. C'est ça. Ça, c'est clair. Merci, frère. J'apprécie. Merci. Vraiment, écoute, merci encore. Vraiment, c'était une très bel épisode. Vraiment, j'ai absolument rien à dire, Alex. Vous savez quoi faire. Suivez-nous sur les réseaux, Facebook, Google, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. Laissez-nous des likes. Vraiment, là, on en a besoin. Alors, je vous laisse avec cet Et épisode. des partages aussi. Ouais, des partages, absolument. Ouais, Ou des commentaires. ouais, des commentaires. Faites quelque chose. Fais quelque chose, dis quelque chose. Tu sais, clique sur quelque chose, même si tu ne sais pas c'est quoi, sauf signaler. Oui, signale pas. Signale pas, mais fais quelque chose, quoi. En tout cas, Alex, merci encore, j'apprécie, quoi. La saison 2 du Black Ink Podcast est en collaboration avec le Carrefour du Savoir pour l'entrepreneuriat des communautés noires. Apprenez en plus à concordia.ca/Québec.